La guerre de sécession est généralement considérée comme la première guerre moderne. Elle fut certainement le premier conflit d'envergure à profiter pleinement du progrès technique et des inventions de l'ère industrielle, lesquelles eurent en particulier un impact manifeste sur les marines du Nord et du Sud. Au début, la flotte de l'Union est en sous-effectif. De nombreux bateaux sont stationnés à l'étranger ou nécessitent des réparations. Quant à la marine confédérée, elle est quasiment inexistante. Au cours de la décennie qui avait précédé la guerre, le Sud s'était mis en tête que le coton passait avant tout et que l'importance de sa production agricole convaincrait la Grande-Bretagne et la France, mais surtout la Grande-Bretagne, de venir à son aide en cas de guerre, et que ce serait la marine britannique qui sauverait le Sud sur le plan maritime. Au départ, le Sud a donc un désavantage énorme par rapport au Nord et doit le compenser de deux manières. D'abord, en innovant sur le plan technologique, et ensuite en pratiquant la piraterie, ce qui est la stratégie classique d'une puissance maritime en situation d'infériorité. Sur le plan innovation technologique, le Sud choisit trois options. La première, et bien sûr la plus connue, ce sont les ironclads, les navires cuirassés. Et puis les Confédérés vont aussi essayer de compenser leur infériorité numérique et industrielle grâce à ce qu'ils appellent des torpilles, et qu'au Nord on appelle des machines infernales. Aujourd'hui on dirait des mines. Mouillées à l'entrée des ports sudistes sur les côtes de l'océan Atlantique et du golfe du Mexique, elles visent à empêcher la flotte nordiste qui lui impose un blocus de se rapprocher ou de prendre les ports d'assaut. Les mines ont ainsi infligé des dégâts considérables aux navires de l'Union. Mais surtout, elles ont souvent dissuadé les capitaines nordistes de s'approcher des côtes. La troisième option, sans doute la moins efficace mais la plus visionnaire, c'est l'utilisation de sous-marins. Le célèbre submersible CSS Hunley a bien réussi à couler un navire nordiste dans le port de Charleston, mais cette victoire a coûté la vie à tout son équipage. C'est donc un épisode plus annonciateur de l'avenir des batailles navales que de la suite de la guerre de sécession. L'avantage du Nord est ainsi double et avant tout c'est une question de chiffres. C'est Winfield Scott, un général de l'armée de terre, qui le premier caractérisa le mieux la stratégie unioniste. « Imposons un blocus sur leurs côtes », disait-il. « Occupons le Mississippi et immobilisons le gros de leurs troupes en Virginie. Et les Confédérés réaliseront bientôt à quel point ils dépendent du reste de l'Union pour leur survie économique et politique. » Cela s'est révélé être faux. Mais le plan lui-même, la triple stratégie consistant à faire le blocus des côtes, occuper le Mississippi et bloquer les principales armées sudistes en Virginie, allait constituer le fondement de la stratégie nordiste tout au long de la guerre. Et surtout, deux éléments de ce plan, le blocus des côtes et la prise du Mississippi, concernaient la marine de l'Union. Lincoln pousse la marine à la limite de ses capacités en exigeant le blocus de tous les ports sudistes. Un geste audacieux qui éveille l'attention des Européens sur le conflit et la situation désespérée du Sud. Le coton sudiste et le commerce de guerre ont en effet une grande importance économique pour l'Angleterre et pour l'Europe continentale. Forcer le blocus devient une activité lucrative pour d'audacieux marins sudistes. Des incidents tels que l'affaire du Trent, deux représentants confédérés en route vers l'Europe à bord d'un vapeur anglais sont arrêtés dans les eaux internationales par un capitaine unioniste, font monter la tension diplomatique causée par le blocus. L'US Navy comprend qu'elle doit adapter son matériel de guerre aux nouvelles stratégies navales de la guerre de sécession. Les énormes frégates à voile des guerres précédentes laissent la place à des canonnières à vapeur, capables de naviguer sur les rivières américaines et de se lancer à l'assaut des fortifications côtières. Les opérations combinées de la marine et de l'armée de terre commencent en août 1861 avec l'attaque de Cap Hatteras en Caroline du Nord et continuent tout au long de l'hiver 1862. Et la bataille de l'île de Roanoke marque la prise de contrôle par l'Union des détroits de Caroline du Nord. Le 14 mars 1862, une victoire à New Bern permet aux unionistes de s'emparer du deuxième plus grand fort de la Caroline du Nord. Le succès des attaques amphibies et navales dans l'est de l'État et la prise de villes clés sont décisives pour la réussite du blocus et vont permettre de masser des troupes menaçant Richmond, la capitale sudiste. La même tactique est appliquée pour prendre pied sur l'île de Hilton Head et à Port-Royal, au sud de Charleston, sur la côte de Caroline du Sud.
Le contre-amiral Samuel Dupont utilise une stratégie originale en forme de 8 pour enfoncer les défenses des 2 forts situés de chaque côté du détroit de Port-Royal et assure ainsi la victoire de la Marine fédérale le 7 novembre 1861. Une fois les bases unionistes installées à Hilton Head et Beaufort, les attaques combinées visent d'autres ports du sud-est sur l'Atlantique. Les Confédérés envoient alors le général Lee prendre la direction des opérations dans la région et renforcer les défenses. L'armée fédérale évite temporairement Charleston au profit de ports moins fortifiés comme Fernandina, Jacksonville et Saint-Augustine en Floride. Tous sont pris par le nord sans trop de difficultés. Savannah, le plus grand port de Géorgie, représente en revanche une cible plus difficile, car il est protégé par le fort Pulaski sur le fleuve Savannah. Sous la direction du capitaine Quincy A. Gilmore, un officier du génie, l'armée fédérale installe de grands canons de siège, notamment 10 canons rayés et des mortiers, sur l'île de Tivay, près de Fort Pulaski. Et le 10 avril 1862, le bombardement commence. Dès le lendemain, la garnison doit capituler. Des opérations conjointes de l'armée de terre et de la marine visent également des positions confédérées à l'ouest. Au début de la guerre, la bonne entente entre le général Grant de l'armée de terre et le contre-amiral Andrew Foote, qui commandait des canonnières sur la rivière Tennessee et le fleuve Columbia, fut déterminante, car il n'y avait pas de relation de commandement formelle entre eux. La coopération n'était pas déterminée par le grade. Les 2 officiers devaient se mettre d'accord et le fait qu'ils se soient effectivement entendus a permis le succès de cette campagne. La combinaison d'une force maritime et d'une force terrestre se déplaçant ensemble était plus puissante que tout ce que le Sud pouvait y opposer. Dans les 2 camps, les chantiers navals accélèrent leur production de canonnières. De nombreux navires sont construits en entier pendant que des ferrys, des bateaux à vapeur et d'autres embarcations sont transformés en navires de guerre. Quelques jours seulement après la reddition de Fort Sumter et la décision de l'État de Virginie de faire sécession, l'US Navy s'inquiète de l'avenir de son énorme arsenal de Norfolk à la pointe sud-est de la Virginie. Ces craintes sont amplifiées par un chef de gare sudiste qui fait entrer et sortir des trains jour et nuit de la gare de Norfolk, feignant de rassembler un grand nombre de soldats confédérés. Sous la pression de subordonnés aux sympathies sudistes, l'officier de l'US Navy qui dirige l'arsenal décide que le chantier de Norfolk doit être abandonné et incendié. Le 20 avril 1861, ordre est donné de mettre le feu au dépôt et de saborder les bateaux, notamment la perle de la flotte, la frégate Merrimack. Mais les troupes confédérées arrivent à l'arsenal à temps pour sauver le navire partiellement détruit. Un officier suggère alors à Stephen Mallory, le secrétaire à la marine sudiste, de transformer le Merrimack en cuirassé, un nouveau type de navire développé tout récemment par certains pays. L'idée est bien accueillie dans le sud, mais provoque la surprise et l'incrédulité au nord lorsqu'un espion révèle le projet. Une fois reconstruit, le navire est rebaptisé par les Confédérés CSS Virginia. À contre-cœur, Gideon Wells, le secrétaire à la marine de l'Union, appelle à la rescousse un ingénieur suédois qui, peu avant les hostilités, avait proposé des plans pour un cuirassé, l'USS Monitor. Le projet avait suscité les colibés des officiels de la marine, mais avait séduit Lincoln. Maintenant, il s'agit de construire le navire en moins de 100 jours, sous les ordres de son inventeur, John Erickson. Le 8 mars 1862, la bataille navale, telle qu'elle était pratiquée depuis 400 ans, disparaît dans les oubliettes de l'histoire. Rien jusqu'à l'avènement des navires porte-avions au XXe siècle n'aura autant d'impact sur la marine que l'arrivée à Hampton Roads du Virginia. Lorsqu'un homme s'écrie dans un poste de vigie fédéral « Cette chose vient sur nous !» Et de fait, avec ses 10 canons et son blindage de 7,5 cm d'épaisseur plaqué sur ses flancs inclinés, le Virginia passe à l'offensive. Hampton Roads est le nom du bras de mer à l'embouchure du fleuve James, où celui-ci se jette dans la baie de Chesapeake. Au sud, Norfolk est aux mains des Confédérés.
Une flotte de navires de guerre yankees est ici au mouillage. Ce sont ces bateaux, l'USS Cumberland, l'USS Congress et d'autres qui sont la cible du Virginia en cet après-midi de mars. Les navires sont à l'ancre, leurs équipages tranquillement occupés aux activités quotidiennes. Mais l'apparition du cuirassé déclenche le feu des batteries de la côte et des 80 canons du Congress et du Cumberland. Ce barrage est à peine remarqué à bord du Virginia, dont les canons répliquent à courte portée, touchant le Cumberland. En quelques heures, le Virginia éperonne et coule le Cumberland et inflige suffisamment de dégâts au Congress pour que celui-ci se trouve obligé d'offrir sa reddition. Le Minnesota, le Saint-Laurent et le Roanoke tentent de venir en aide à leurs compagnons d'armes, mais tous trois s'échouent dans la marée descendante. Le Minnesota est une cible facile pour le Virginia, mais les pilotes du cuirassé craignent la marée et le navire se retire pour la nuit. Les Confédérés sont certains que le Minnesota restera coincé dans le détroit et fera une proie facile le lendemain matin. Tandis que l'équipage du CSS Virginia se repose le 8 mars au soir, sûr de sa victoire et assuré de détruire d'autres navires fédéraux après l'aube, l'équipage de l'USS Monitor se prépare. Le navire vient lui aussi d'arriver à Hampton Roads après un voyage de 3 jours depuis New York. Comme le Virginia, le Monitor effectue son voyage inaugural. Des mécaniciens ont soudé jusqu'au dernier moment. À 9h du soir, à la lumière de l'USS Congress en flammes, le commandant du Monitor reçoit l'ordre de l'USS Roanoke de venir à l'aide du Minnesota bloqué dans le détroit. Le Monitor jette l'ancre près de la frégate échouée pour une courte nuit. Quelle n'est pas la surprise de l'équipage du Virginia le matin du dimanche 9 mars lorsqu'il aperçoit cette boîte de conserve sur un radeau, autrement dit le Monitor, protégeant la proie de la veille. La bataille entre le Monitor et le navire que beaucoup appellent encore le Merrimack est sur le point de commencer. Les deux navires tournent l'un autour de l'autre, tirant des salves, cherchant les faiblesses de l'adversaire. Pendant 2 heures, le pilonnage continue, mais aucun des deux bateaux n'est sérieusement endommagé. Le capitaine du Virginia tente alors d'éperonner le cuirassé fédéral, mais il faut 1 heure au lourd navire confédéré pour se mettre en position, et le Monitor, plus rapide, évite la collision. La bataille fait rage pendant 6 heures. Peu après-midi, le commandant du Monitor est blessé lorsqu'un tir du Merrimack touche directement le poste de pilotage. Dans la confusion qui s'ensuit, le Monitor se réfugie dans les eaux moins profondes où son adversaire ne peut pas le suivre. Finalement, le Virginia met fin à l'engagement. Bien que les deux camps considèrent cette bataille historique comme un match nul, le Monitor a néanmoins réussi à empêcher le cuirassé confédéré de réaliser entièrement son projet de détruire la flotte de l'Union à Hampton Roads. Au cours des 2 mois qui suivent, les deux navires restent chacun d'un côté du détroit, le Virginia protégeant l'accès à Richmond par le fleuve James et le Monitor défendant l'accès à l'océan. Après l'évacuation de Norfolk par les troupes sudistes en prévision d'une invasion fédérale, le commandant du Virginia redoute de voir son navire capturé. 2 mois seulement après la célèbre bataille, le cuirassé confédéré est incendié et coulé par son équipage. Par la suite, l'USS Monitor ne livrera plus combat que lors du pilonnage des batteries côtières de Norfolk et dans la campagne de la péninsule, où les batteries confédérées sont servies par l'ancien équipage du Virginia. En 1862, lors de son premier voyage en mer après son arrivée en Virginie, l'USS Monitor, alors qu'il se dirige vers le sud pour participer au siège de Charleston, coule dans une tempête au large de la Caroline du Nord. Ainsi, en tant que cuirassés, les deux navires n'ont eu une durée de vie que d'1 an environ. Mais leur duel les a hissés au rang de bateaux les plus célèbres de l'histoire américaine.
Les succès militaires obtenus par Ulysses Grant et d'autres généraux de l'Union au printemps 1862 prouvent que le Nord est capable de contre-attaquer et de relever le défi des Confédérés. Ces victoires encouragent le gouvernement fédéral à pousser son avantage. Lincoln sent une véritable lame de fond de soutien politique et des efforts diplomatiques permettent de retourner l'opinion internationale en faveur de l'Union. Des généraux pleins d'assurance comme Grant s'affirment progressivement et le Nord produit des matériels et effectifs militaires à un rythme stupéfiant. Le blocus fonctionne. La stratégie de l'Union exige que le général de division Henry Halleck contrôle le Mississippi avec l'aide de la marine et batte les rebelles à l'ouest. À l'est, George B. McClellan doit vaincre l'armée de Joseph E. Johnston en Virginie du Nord et prendre Richmond. L'Union pense ainsi être en position de porter un coup fatal aux Confédérés. Aucune action n'illustre mieux la nouvelle audace du Nord que celle qui se déroule par une tranquille matinée de printemps, le 12 avril 1862, dans le nord-ouest de la Géorgie. James Andrews, un espion nordiste, reçoit pour mission du général de brigade Ormsby M. Mitchell de s'emparer d'une locomotive sur la ligne des Western and Atlantic Railroads qui relie l'important nœud ferroviaire de Chattanooga, dans le Tennessee, avec Atlanta et le Sud profond. En brûlant les ponts sur la ligne et en isolant Chattanooga, James Andrews pense que la ville tombera facilement aux mains des troupes fédérales qui avancent de l'ouest. Il sélectionne 24 volontaires dans 3 régiments de l'Ohio et les membres du commando habillés en civil s'introduisent en Géorgie. Il n'attire aucun soupçon lorsqu'à l'aube, il monte à bord d'un train de passagers à destination du Nord, à Marietta, en Géorgie. Selon un contemporain de l'espion nordiste, cela s'explique en partie par le fait que James Andrews ressemble à l'officier sudiste idéal. Dans le petit village somnolent de Big Shanty, les passagers et les machinistes descendent du train pour le petit déjeuner. Le commando détache tous les wagons, sauf 3, et s'empare de la puissante locomotive, la Générale. Démarrant à toute vapeur, les saboteurs s'élancent vers le nord en direction de Chattanooga. Les machinistes, avec William Fuller, le chef de train à leur tête, partent à la poursuite du commando nordiste, d'abord à pied, puis sur une draisine, et enfin en réquisitionnant 3 locomotives, dont la Texas qui se dirigeait vers le sud et que les machinistes conduisent en marche arrière. Pendant ce temps, la Générale est ralentie, forcée d'attendre que les trains circulant en direction du sud libèrent l'unique voie. Les saboteurs coupent les fils du télégraphe, démontent les traverses et détachent les wagons du train renégat pour retarder leurs poursuivants. Mais la Générale tombe finalement à court de combustible au nord de Ringgold alors que la Texas se rapproche. Les saboteurs yankees s'enfuient dans les collines de la Géorgie. En l'espace d'une semaine, tous sont faits prisonniers. James Andrews et 7 membres du commando choisis au hasard sont pendus à Atlanta. Les autres réussiront à s'enfuir ou seront échangés contre des prisonniers confédérés. Un journal sudiste décrit cet épisode parfois désigné sous le nom de « la grande poursuite en locomotive » comme « le plan le plus audacieux jamais imaginé par un cerveau yankee ». Cet équipé illustre en tout cas à quel point les chemins de fer des 2 camps se révèlent vulnérables aux actes de sabotage durant cette guerre. De fait, les chemins de fer sont à la fois un don du ciel et une calamité pour les leaders militaires et politiques du Nord et du Sud. Tout au long de la guerre, l'Union domine les voies ferrées en termes de kilométrage, de qualité des lignes, de matériel roulant et d'hommes. Mais le Sud est le premier à utiliser le chemin de fer à son avantage tactique lorsque Joseph E. Johnston transporte ses troupes de la vallée de Shenandoah à Manassas, grâce à la ligne de chemin de fer de Manassas Gap, pour participer à la première bataille de Bull Run. Comme de nombreux officiers supérieurs des 2 camps, Joseph Johnston pense que le train est un moyen de transport inadapté, peu fiable, extrêmement vulnérable en cas d'attaque surprise ou de sabotage, et de plus administré par des fonctionnaires bornés. La guerre de sécession n'en reste pas moins le premier conflit d'envergure où les chemins de fer jouent un rôle important dans l'effort de guerre. Les critiques de Johnston étaient fondées. Au début de la guerre, les chemins de fer du Sud desservent principalement les négociants locaux, ce qui crée des problèmes de normalisation, y compris même pour la largeur des voies.
Qui plus est, la plus grande partie du matériel a été importée du Nord et à mesure que la guerre avance, les pièces de rechange deviennent difficiles à trouver. Les employés des chemins de fer se font tirer l'oreille quand il faut perturber le service normal au profit des militaires. Très peu de manœuvres tactiques impliqueront les trains, à part quelques opérations spectaculaires, comme celle de la première bataille de Bull Run. Le Sud n'envisagera jamais de nationaliser les chemins de fer. Mais ses dirigeants comprendront qu'ils ont intérêt à pratiquer des actes de sabotage sur les voies ferrées, et leur stratégie visera de plus en plus à perturber le réseau de chemins de fer fédéral. Le Nord, lui, dispose de compagnies de chemins de fer bien mieux organisées. Et début 1862, le gouvernement fédéral fait adopter une loi visant à créer un réseau de voies ferrées militaires. Le dirigeant ferroviaire le plus important du secteur privé est mandaté, avec des pouvoirs très étendus, pour l'utilisation militaire des lignes privées. Herman Hookt, un officier du génie, supervise brillamment la nouvelle compagnie des United States Military Railroads, chargée à la fois de construire et de gérer les chemins de fer dans les zones de guerre à l'Est. En grande partie grâce au travail d'Herman Hookt, le Nord obtiendra des succès d'une portée considérable dans un grand nombre d'opérations ferroviaires. Mais si la puissance mécanique brute du cheval de fer confère à l'utilisation du rail une sorte d'image de vitalité romantique, les voies navigables demeurent le moyen de transport le plus fiable. Le point fondamental de la stratégie nordiste, telle qu'elle a été définie par Winfield Scott au début de la guerre, est le contrôle de la principale artère fluviale du pays, le Mississippi. Pour isoler les États confédérés de l'Ouest, bénéficier d'une ligne de ravitaillement vers les opérations militaires dans cette même région, et enfin pour rétablir la principale liaison commerciale avec les vieux États du Nord-Ouest, le contrôle du Mississippi est vital. Le général Grant sera au cœur des hostilités, du début et quasiment jusqu'à la fin de la lutte pour la maîtrise du fleuve. De la bataille de Belmont à la capitulation de Vicksburg, il faudra presque 2 ans aux nordistes pour atteindre leur objectif. Mais en avril 1862, Grant est à la poursuite de l'armée confédérée dans l'ouest du Tennessee, et la campagne du Mississippi est donc entamée par 2 autres expéditions de l'Union venant de côtés opposés du fleuve. Au nord, le contre-amiral Andrew Foote envoie sa flotte de canonnières composée de cuirassés et de chalands armés de mortiers à l'assaut du bastion rebelle le plus septentrional, 52 canons placés dans des forts concentrés autour de l'île numéro 10. Le bombardement à longue distance de Foote se révèle inefficace. Mais le 4 avril, il envoie le cuirassé Carondelet descendre le Mississippi au milieu d'un orage spectaculaire pour forcer le passage devant les batteries de l'île numéro 10. 3 jours plus tard, l'armée du Mississippi de John Pope, qui a creusé un canal à travers les marécages pour couper la retraite des sudistes, traverse la rivière et force la garnison confédérée de 7000 hommes à se rendre. Une nouvelle fois, l'action combinée de l'armée de terre et de la marine a permis de remporter la victoire dans la guerre fluviale. À Washington, les dirigeants nordistes souhaitent depuis longtemps la prise de la Nouvelle-Orléans, la plus grande ville du Sud. Et la volonté de Lincoln d'attaquer l'ennemi sur plusieurs fronts à la fois s'avère payante au Tennessee, en Virginie, en Caroline du Nord et du Sud. Cette pression prive la Louisiane d'effectifs dont elle aurait bien besoin. Des troupes et des canonnières ont été envoyées affronter l'Union dans le Tennessee. Mais la Nouvelle-Orléans reste bien protégée contre une attaque venant du sud par des marécages pratiquement infranchissables et par le cours rapide du Mississippi et ses bancs de sable. Une phrase de l'officier sudiste chargé de la défense de la Nouvelle-Orléans, le général de division Mansfield Lovell, exprime assez bien l'opinion. Le premier marin yankee assez téméraire pour braver le courant du Mississippi sera pulvérisé par les 2 forts bien armés installés de chaque côté du fleuve à 45 km de la ville et achevé par les 2 énormes cuirassés que le Sud construit près de la Nouvelle-Orléans. Avec peu d'hommes sur le terrain et une petite force navale mal organisée et momentanément absente de la ville, Lovell souhaite que l'avenir lui donne raison.
Mais c'est oublier la détermination et l'obstination de deux frères adoptifs de l'US Navy, le premier rusé et ingénieux et le deuxième expérimenté et intrépide. À la fin de l'année 1861, David Porter, un capitaine de frégate qui participe au blocus, réussit à vendre à Gustavus Fox, l'adjoint du secrétaire à la marine, un plan consistant à envoyer des navires armés de mortiers contre les deux grands forts à l'entrée du Mississippi, Fort Jackson et Fort Saint-Philippe. Beau parleur infatigable, David Porter est le fils d'un héros de la marine de la guerre de 1812. Selon lui, les mortiers pourront réduire les forts en tirant d'énormes obus explosifs de 100 kg à partir de positions hors de portée des canons sudistes. Porter, Fox et Gideon Wells, le secrétaire à la marine, font accepter l'idée à Lincoln et au général McClellan, le commandant en chef de l'armée. Et David Porter se charge d'organiser la campagne. Il se procure les mortiers de 33 cm et les schooners qui serviront à les transporter. Une armée de 18 000 hommes, menée par le général de division Benjamin Butler, est envoyée sur l'île de Sheep, dans le golfe du Mexique, pour préparer l'attaque. C'est le même Butler qui commandait les forces amphibies qui ont pris Fort Clark et Fort Hatteras en août 1861, et ainsi permis aux navires de guerre de l'Union de pénétrer dans les détroits de Caroline du Nord. Pour commander cette expédition côté marine, David Porter recommande un officier renommé pour son habileté et sa bravoure, David Glasgow Farragut. Il a servi dans l'US Navy pendant les deux guerres précédentes et a été adopté par le propre père de David Porter après avoir été son enseigne de vaisseau durant la guerre de 1812. Farragut va ainsi commander pour la première fois une flotte contre la région où lui et sa femme sont nés et ont vécu avant la guerre. Pourtant, la loyauté de David Farragut vis-à-vis de l'Union ne fait aucun doute. « Toute cette histoire ne vous vaudra que des ennuis », a-t-il lancé aux sudistes en guise d'avertissement. Et de fait, il a bien l'intention d'être lui-même la cause de ces ennuis. Fin mars 1862, la flotte se tient prête à l'embouchure du Mississippi. La première difficulté est de manœuvrer les navires autour des bancs de sable et des bandes de terre du delta. Pendant ce temps, l'armée se prépare à débarquer plus tard, au nord des forts. Les grands bateaux ayant tous réussi à passer, la flotte remonte le fleuve en direction des forts et les confédérés renforcent leur défense. Ils remorquent le cuirassé Louisiana, dont les machines sont installées mais ne fonctionnent pas encore, jusqu'à une position en amont des forts. Le 18 avril, les premiers schooners à mortier de Porter ouvrent le feu sur le plus grand des deux forts, Fort Jackson. 3 jours durant, les gros mortiers de 33 tirent 2000 obus par jour à partir d'une position protégée dans un coude de la rivière. Mais apparemment, aux grandes dames de Farragut, les forts ne semblent subir aucun dégât important. Le dimanche de Pâques 20 avril, 2 canonnières tentent de remonter le fleuve sans se faire remarquer. Leur mission ? Couper une grosse chaîne tendue sur la rivière et fixée sur des épaves flottantes. Mais les confédérés repèrent les Yankees et ouvrent le feu, dans l'espoir de protéger cet élément essentiel de leur défense. Les marins fédéraux réussissent malgré tout à créer une brèche en percutant la chaîne avec la canonnière Itasca et profitent de la nuit pour s'enfuir. 3 jours plus tard, Farragut prépare sa flotte pour la manœuvre dont il a toujours pensé qu'elle serait nécessaire. Former une colonne pour passer devant les défenses encore solides des forts sudistes. Par une nuit sans lune, dans les premières heures du 24 avril, la flotte commence à remonter la rivière. Le vaisseau amiral de Farragut, le Hartford, est à la tête du deuxième des 3 groupes de navires de guerre et de canonnières, 18 vaisseaux au total. Vers 3h30 du matin, le premier bateau, la canonnière Cayuga, réussit à passer la barrière sans se faire remarquer. Mais lorsque le Pensacola arrive en deuxième au niveau des forts, les batteries confédérées qui comptent 80 canons ou plus ouvrent le feu. Un échange de salves meurtrières s'ensuit, les navires fédéraux affrontant une garnison sudiste bien préparée.
La flotte de petits navires de guerre sudistes, dont le cuirassé a un canon Manassas, descend le fleuve pour se joindre au combat. Certains poussent des radeaux en flammes vers les navires de guerre nordistes. Au total, plus de 200 canons participent à la bataille. Farragut, observant le déroulement des combats sur l'artimon du Hartford, bien au-dessus du pont du navire, décrira la scène en ces termes : « C'était comme si l'artillerie du ciel était descendue sur terre. » Un autre témoin écrira : « Imaginez tous les tremblements de terre du monde, tous les coups de tonnerre et les éclairs dans un espace de 3 km, tout cela en même temps. » Sans aucun doute, ce fut certainement là l'un des plus grands feux d'artifice de l'histoire des États-Unis, et pourtant la bataille navale ne dura que 2 heures. Et les deux camps firent preuve d'une habileté et d'un courage incroyables. Finalement, tous les bateaux de l'Union réussissent à passer, bien que l'un d'eux, l'USS Varuna, soit coulé en amont par un bateau à aubes confédéré, le Governor Moore. Tandis que la flotte de Farragut avance vers la Nouvelle-Orléans, les officiers et soldats des forts et les équipages de la flotte sudiste, gravement affaiblis, ne peuvent que constater leur défaite. Coupée de la Nouvelle-Orléans, la garnison est obligée de se rendre à la flotte de Porter et aux troupes de Butler, qui débarquent le 28 avril. La défaite confédérée est encore aggravée par la destruction de leurs 2 énormes cuirassés. Le Mississippi, détruit par son propre équipage pour empêcher les nordistes de s'en emparer, et le Louisiana, sacrifié lors d'une vaine attaque contre la flotte de Porter. La nouvelle parvient rapidement à la Nouvelle-Orléans, et Lovell, qui ne dispose plus que de 3000 hommes, les autres ayant été réaffectés sur d'autres fronts, décide de se retirer plutôt que de risquer la destruction de la ville par la puissante artillerie de Farragut. La petite fortification de Chalmette ouvre le feu sur la flotte fédérale, mais les nordistes la réduisent au silence en quelques minutes. En ville, une foule hostile incendie les marchandises entreposées sur les quais avant l'arrivée de la flotte. Le port de la Nouvelle-Orléans tout entier était une scène de désolation, raconte Farragut. Les navires, les bateaux à vapeur, le coton, le charbon, etc., tout brûlait dans un incendie général, et notre ingéniosité fut mise à rude épreuve pour éviter le brasier flottant. Le 25 avril, à 1h de l'après-midi, la flotte fédérale arrive aux abords de la ville. Farragut transmet aux responsables de la municipalité l'ordre de capituler. Mais le maire, John Monroe, joue jusqu'au bout une comédie absurde et refuse de céder. Une foule en colère défie du regard les marines fédéraux qui mettent pied à terre. Farragut finit par se lasser de la plaisanterie, les nordistes s'emparent des bâtiments clés et occupent la ville. John Monroe a probablement regretté de ne pas avoir répondu plus courtoisement à la patience de gentleman de Farragut. Car l'officier de l'Union qui arrive pour prendre sa suite et gérer l'occupation est en effet Benjamin Butler, qui va régner sur la ville d'une main de fer. Prototype du Yankee détesté, il imposera néanmoins son autorité presque jusqu'à la fin de 1862. La Nouvelle-Orléans prise, Farragut décide de progresser en amont. Il envoie le capitaine de frégate James Palmer s'emparer de Bâton Rouge en Louisiane. Et un peu plus tard, ce dernier prend également Natchez, dans le Mississippi. 2 forces navales de l'Union convergent désormais vers le dernier bastion de résistance sudiste sur le Mississippi, Vicksburg. La zone à l'ouest du Mississippi, également appelée le Trans-Mississippi, se rappelle à l'attention des états-majors car la guerre de partisans qui avait commencé avant la bataille de Wilson's Creek se poursuit dans le Missouri. Et un nouveau chapitre dans l'histoire de la guerre à l'ouest va s'écrire les 7 et 8 mars 1862, lorsqu'une force confédérée de presque 17 000 hommes est vaincue par des troupes fédérales inférieures en nombre, à Pea Ridge, dans l'Arkansas, dans le sud des montagnes Ozarks. Les forces de l'Union sont commandées par le général de brigade Samuel R. Curtis, celles des Confédérés par 2 généraux de division, Earl Van Dorn et Sterling Price. Et les troupes sudistes comprennent 800 Indiens. Parmi les avantages qui permettent aux fédéraux de mettre en déroute les sudistes, citons notamment le tir d'artillerie bien ajusté du général de brigade Franz Sigel le 8 mars et l'excellent travail de reconnaissance de Wild Bill Hickok.
Cette victoire nordiste met temporairement un terme aux opérations confédérées dans la région. Les régions isolées du Far West n'échappent pas complètement aux ravages de la guerre. À la fin de l'année 1861, le général de brigade Henry Sibley, un ancien officier de l'US Army qui a servi dans l'Ouest, persuade le président sudiste Jefferson Davis de lui permettre d'organiser une expédition vers le Nouveau-Mexique. Il espère agrandir la Confédération vers le Pacifique en s'alliant avec des sympathisants en Californie du Sud. L'idée de disposer d'un accès à 2 océans représente de grandes perspectives de croissance pour le Sud et pourrait faciliter la reconnaissance de la Confédération en Europe. Les dirigeants sudistes s'intéressent également au potentiel des mines du Colorado et d'autres territoires de l'Ouest pour financer l'effort de guerre. Sibley quitte le Texas à la tête d'un groupe très irrégulier de soldats aventureux. Vers la fin du mois de février, il défait une force fédérale assez importante à Valverde, dans le Nouveau-Mexique. Il prend Albuquerque et Santa Fe, mais des volontaires venus du Colorado, après une pénible marche hivernale vers le sud, défient Sibley près de Fort Union, dans le nord-ouest du territoire. Le 26 mars, des soldats nordistes sous le commandement du chef de bataillon John Chivington surprennent l'avant-garde des troupes texanes sur la route de Santa Fe, près de Glorieta. 2 jours plus tard, le gros des forces en présence se rencontrent sur un même champ de bataille et les troupes de l'Union sont forcées de battre en retraite après de durs combats. Mais l'expédition confédérée est mise à mal lorsque les hommes de Chivington débordent les sudistes et détruisent leurs chariots de ravitaillement pendant que la bataille fait rage à l'est. Le manque de provisions oblige Sibley à rebrousser chemin et le voyage de retour vers le Texas à travers le désert hostile coûtera la vie à de nombreux soldats sudistes. Les confédérés n'arriveront jamais en Californie, mais une petite expédition de reconnaissance parvient à Picacho Peak, dans l'Arizona, où elle aura quelques escarmouches avec la cavalerie californienne. La guerre de sécession ne s'étendra pas plus loin vers l'ouest. Pendant ce temps, indifférent à la poussée confédérée vers l'ouest, Grant, qui a été promu au rang de général de division après Fort Donelson, est impatient d'avancer à travers le Tennessee vers le sud et le cœur de la Confédération. Mais d'abord, il veut unir son armée du Tennessee à celle de l'Ohio, commandée par le général de brigade Don Carlos Buell. Grant choisit d'établir son campement le long de la rivière Tennessee, près de la frontière du Mississippi, en attendant l'arrivée de Buell. Il sait qu'une force confédérée est assemblée dans la région, sous le commandement d'Albert Sidney Johnston, un général très respecté, mais qui a grand besoin d'une victoire. Et Grant est tellement préoccupé par sa propre offensive qu'il n'envisage pas la possibilité d'une attaque sudiste. Ses troupes ne préparent même pas de retranchement autour du campement situé entre l'embarcadère de Pittsburgh Landing et une petite cabane en bois, l'église de Shiloh. Dans la matinée du dimanche 6 avril, la réunion de Grant avec des capitaines de canonnières en amont est interrompue par des coups de feu au sud de l'embarcadère. Alors qu'il se précipite vers le front, Grant voit ses pires craintes se confirmer. Une vague d'assaut de l'armée de 43 000 hommes de Johnston est en train d'envahir le campement de ses troupes. Le gros des forces fédérales est composé de jeunes recrues, mais Grant fait confiance à ses commandants, en particulier au général de brigade William Tecumseh Sherman. Sherman est blessé à 2 reprises ce jour-là et échappe de peu à la mort lorsqu'une balle passe à travers son chapeau. À la fin de la journée, les nordistes parviennent à stopper leur retraite. Des troupes relevant du commandement des généraux de brigade Benjamin Prentiss et W.H.L. Wallace réussissent même à tenir le saillant dit du Hornet's Nest, malgré les assauts répétés de forces sudistes supérieures en nombre. Grant fait placer 50 pièces d'artillerie sur les hauteurs près de l'embarcadère pour former une dernière ligne de défense. 2 canonniers ajoutent à la puissance de feu fédérale et la ligne de défense tient bon. Albert Sidney Johnston connaît une fin tragique durant la première journée de combat. Il est mortellement blessé en menant un assaut. L'un des plus brillants espoirs du Sud disparaît. Dans la soirée du 6 avril, le général P.J.T. Beauregard prend le commandement des forces confédérées à Shiloh. Grant est confiant et pense pouvoir remporter la victoire le lendemain s'il réussit à passer à l'offensive.
Et son espoir est encore renforcé par l'arrivée des troupes du général Buell. Le 7 avril, l'Union repousse les lignes confédérées au-delà des positions que les sudistes ont gagnées la veille, au-delà du vieux campement qu'ils avaient occupé sous la pluie dans la nuit du 6. Les confédérés se retirent finalement après les combats les plus acharnés que la guerre ait connus jusque-là. Chaque camp compte plus de 10 000 morts et blessés dans ses rangs. Grant dira plus tard « J'ai vu un grand pré où les confédérés avaient fait des assauts répétés la veille. Le sol était tellement recouvert de cadavres qu'on aurait pu traverser la clairière dans n'importe quelle direction en marchant sur des morts, sans que jamais un pied ne touche le sol. La bataille de Shiloh est un signe éloquent. Les belligérants iront jusqu'au bout de l'affrontement. Et l'issue de cette guerre, menée par des généraux déterminés et des soldats courageux, dépendra avant tout de la stratégie des uns et des autres et des caprices de la chance. Mais à quel prix pour une nation divisée ?